Je m'appelle Isabella. J'ai 36 ans et je vis dans une ville tranquille à la périphérie de Denver, Colorado. Je travaille comme assistante comptable pour un fournisseur d'équipement médical tout en gérant la maison dans notre petite demeure. Pas d'enfants, pas de bruit, juste moi et mon mari, Tyler. Tyler a le même âge que moi. Il travaille comme chef d'équipe des ventes dans une importante société immobilière. Il a une apparence soignée, une voix persuasive, toujours vêtu de chemise impeccable avec une trace de parfum coûteux quand il passe. Pour les étrangers, je dois probablement sembler chanceuse, mais ils n'ont aucune idée à quel point il fait froid à l'intérieur de cette maison. Aujourd'hui devait être spécial, le 12 juin, notre anniversaire de mariage il y a 8 ans, et le 36e anniversaire de Tyler. J'ai pris une demi-journée de congé, conduit plus de 30 minutes juste pour aller chercher son vin rouge préféré, et me suis arrêté chez un boucher spécialisé pour choisir une coupe de côte courte de Wagyu. Je ne suis pas une excellente cuisinière, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour rendre ce dîner mémorable. J'ai accroché des guirlandes lumineuses autour du balcon, dressé une nappe en ivoire, arrangé les couverts dans un ordre parfait. Le gâteau personnalisé que j'avais commandé était prêt dans le réfrigérateur, un simple avec un glaçage à la vanille lisse et un petit message dessus, à Tyler, joyeux anniversaire et anniversaire de mariage. À 19h, j'ai ajusté ma robe, mis un peu de parfum, et je me suis assise pour attendre. Je croyais qu'il rentrerait. À 20h, j'ai allumé les bougies. À 21h, j'ai envoyé un message, j'attends. Aucune réponse. À 21h30, j'ai appelé. 5 sonneries, puis la messagerie vocale. À exactement 22h35, j'ai reçu un court courriel de Tyler, désolé, grosse urgence client. Je dois rester au bureau. On se rattrapera plus tard. Pas de merci, pas de joyeux anniversaire de mariage. J'ai posé le téléphone sur la table. Les bougies s'étaient éteintes depuis longtemps. Le gâteau était toujours intact dans le réfrigérateur, et je suis resté figé dans la lueur dorée des lumières de la salle à manger, tenant toujours la serviette pliée que j'avais préparée pour lui. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est déplacé. Cette nuit-là, j'ai tout rangé, emballé la viande et les stocké, enlevé les lumières, nettoyé la table. Personne n'a profité du dîner. Il n'y avait personne avec qui célébrer. Je me suis couché vers minuit, toujours dans la robe froissée que j'avais choisie pour la soirée. J'ai essayé de dormir, mais l'image de ce court courriel froid ne cessait de me traverser l'esprit comme une lame émoussée. Ce n'était pas la première fois que Tyler rentrait tard, pas la première fois que j'attendais jusqu'à ce que mon corps soit douloureux, mais cette fois, quelque chose était différent. Une intuition silencieuse et rampante, comme une brise froide le long de ma colonne vertébrale. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé travailler comme d'habitude, mais toute la journée, je n'ai reçu aucun message de mon mari. J'ai essayé d'appeler au juste plus de sonneries. C'était comme si je n'existais plus dans son monde. À midi, de plus en plus inquiète, j'ai appelé le bureau de Tyler. La réceptionniste a hésité un instant, puis a dit « Oh, il a démissionné il y a 3 jours. » Il n'a laissé aucune information de transfert. Je suis resté figé dans le couloir de mon propre bureau. L'air autour de moi s'est épaissi. Mon cœur battait la chamade alors que les souvenirs affluaient comme un film à l'envers, et soudain, j'ai compris. Il ne s'agissait pas de travail ou d'un client, il avait choisi de disparaître, et moi, sa femme depuis 8 ans, j'étais la dernière à le savoir. Juste après le travail, je me suis précipité chez moi. Chaque tour de roue donnait l'impression de se préparer contre une marée montante. J'ai déverrouillé la porte de notre appartement au 3e étage. L'endroit qui ressemblait autrefois à un refuge était maintenant épais d'un silence étouffant. Mes yeux sont immédiatement tombés sur le range-chaussures, un espace vide flagrant dans la 2e rangée. Les chaussures en cuir marron préférées de Tyler avaient disparu. J'ai appelé « Tyler ». Pas de réponse. Je me suis dépêché d'aller à la chambre, et mon cœur a coulé comme une pierre. Il se tenait au milieu de la pièce à côté d'une valise ouverte. Des vêtements jetés rapidement dans un sac de sport, un costume bleu marine, une cravate, une paire de chaussures habillées neuves encore avec les étiquettes des articles qu'il ne portait jamais lors de réunions régulières. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Tyler m'a regardé comme si j'étais une étrangère. « Tu es de retour ?» a-t-il dit platement, puis il a continué à faire sa valise. Je me suis approché. « Où vas-tu ?» L'État voisin, a-t-il dit avec désinvolture. J'ai accepté un nouveau poste à Albuquerque. Quoi? J'ai figé.
Tu as quitté ton travail et tu ne m'as pas dit un mot? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a sorti un mince dossier de son sac et l'a posé sur la table. Il l'a ouvert. La première page était un dossier de divorce. Je suis resté immobile. Tyler, qu'est-ce que c'est? Il m'a regardé avec des yeux d'acier. Tu n'es plus la femme dont j'ai besoin. De quoi tu parles, ai-je haleté, incapable d'y croire. Tu fais toujours passer le travail en premier. La maison est poussiéreuse. Tu ne cuisines que le week-end. Tu ne te soucies plus de moi. J'ai serré les papiers. J'ai essayé. Tu rentres tard en disant que tu as déjà mangé. Je cuisine, tu l'ignores. Je nettoie, tu me dis de ne pas toucher à ton bureau. Et maintenant tu me blâmes de ne pas remplir mes devoirs? Ne parle pas de choses insignifiantes, a-t-il claqué. Tu ne fais que des excuses. Une vraie femme n'a pas besoin de rappel. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu parles comme si je m'asseyais toute la journée. Je travaille. Je paie la moitié du loyer. Mais personne ne me fait dîner, personne ne me demande si je vais bien, et je ne me suis jamais plainte. Tyler a plissé les yeux. C'est ton choix. J'ai fait le mien. Il a fermé la valise et s'est dirigé vers la porte. J'ai loué un appartement près du nouveau travail. Je commence la semaine prochaine. Ne te mets pas en travers de mon chemin. J'ai bloqué la porte. C'est tout? Pas d'excuses? Pas d'explication après 8 ans? Je ne te dois rien, a-t-il dit, puis il est passé à côté de moi sans se retourner. La porte s'est fermée derrière lui, définitive et froide, comme le coup de marteau d'un tribunal. Je me suis effondré par terre, serrant toujours les papiers de divorce, les mains tremblantes. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du bureau de gestion de l'immeuble. Madame Isabella, nous venons de recevoir une demande de transfert du bail. Le titulaire actuel du bail a demandé de résilier le contrat. J'ai figé. Qu'est-ce qu'il a dit, ai-je demandé. Il a juste laissé une note, je n'y vis plus. La personne qui reste va vider et déménager avant la fin du mois au point. Aucune discussion, aucun message. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans le tiroir de notre vieux bureau et j'ai trouvé les reçus de tous les meubles. Presque tout, du canapé au réfrigérateur, était à mon nom. Les seules choses qu'il a prises étaient des vêtements et quelques petits appareils électroniques. Tyler est parti comme un étranger, mais c'est cette froideur même qui m'a finalement réveillé. J'ai regardé autour de l'appartement. Tout était toujours là, sauf le mariage. Je n'ai pas signé les papiers de divorce tout de suite. Ils sont restés sur la table pendant 3 jours, comme une égratignure qui n'avait pas encore commencé à saigner. Chaque fois que je passais, je m'arrêtais et regardais fixement, comme si une raison pouvait apparaître entre les lignes froides et tapées. Mais plus je regardais, plus cela devenait clair. La seule explication était le silence brutal de Tyler lorsqu'il est sorti sans un mot. Le samedi soir, j'ai reçu une notification d'un ancien groupe d'amis, une réunion d'anciens élèves du lycée de 18 ans dans une brasserie artisanale du centre-ville de Denver. Je l'avais autrefois attendu avec impatience, j'avais même payé les frais de réservation un mois auparavant. À l'époque, j'imaginais arriver avec Tyler, main dans la main, un couple stable parmi ceux qui luttaient ou divorçaient. Maintenant, il n'y avait plus que moi et une douleur creuse qui courait profondément. J'ai failli ne pas y aller. Mais ensuite, après m'être regardé dans le miroir avec un visage fatigué qui conservait une trace de dignité, je me suis habillé, une simple robe noire, du rouge à lèvres couleur vin, les cheveux tirés en arrière. Pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour me rappeler que j'existais toujours. J'étais toujours assez forte pour entrer dans une pièce bondée sans flancher. La brasserie Moonlight était aussi bruyante et animée que je me souvenais de nos années d'adolescence, des rires, des verres qui s'entrechoquent, et le bourdonnement de vieilles histoires résonnant de tous les coins. Je suis entré dans le bruit, me sentant d'abord déplacé, jusqu'à ce qu'un regard familier me fasse m'arrêter. Et, Isabella. Je me suis retourné. C'était Nathan, le gars qui jouait de la basse dans le groupe de l'école. Maintenant, il avait un peu de barbe, un regard chaleureux et posé. J'ai failli ne pas te reconnaître, a-t-il souri, en me tendant une bière. Toujours la dernière à arriver, hein. Nous nous sommes assis à une petite table cachée au fond. Nathan a partagé qu'il avait divorcé il y a 3 ans, élevant seule sa fille de 6 ans. Pas d'amertume, pas de drame, juste des vérités calmes partagées comme 2 adultes à mi-parcours de la vie. Quand il a demandé des nouvelles de Tyler,
j'ai simplement répondu, nous sommes en train de divorcer. Aucune pitié. Nathan a hoché la tête légèrement, puis a changé de sujet, et j'ai été tranquillement reconnaissante pour cela. Cette nuit-là, rentrant chez moi par le froid du début de l'été du Colorado, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson est passée, It's not right but it's okay. Les paroles ont frappé comme un coup de poing à la poitrine, faisant remonter un flot de souvenirs, des dîners froids laissés intacts, des messages non lus, et des étreintes qui s'étaient fanées en rien. Pendant toutes ces années, je n'arrêtais pas de me dire, Tyler est occupé. Je devrais être plus compréhensive. J'ai juste besoin d'essayer plus fort. Mais face à la vérité nue, j'ai réalisé que j'avais vécu comme une ombre, trouvant toujours des raisons pour excuser la négligence de quelqu'un d'autre. Le dimanche matin, alors que je me faisais un café, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé, Tyler. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai répondu. J'ai informé le bureau de location que nous mettons fin au contrat d'ici la fin du mois. Tu devrais commencer à faire tes cartons, a-t-il dit, d'une voix plate, comme un ordre. Je suis resté calme. Tu ne penses pas que tu aurais dû demander si j'avais un autre endroit où aller? Tu es une adulte. Débrouille-toi, a-t-il répondu sans embâche. J'ai posé ma tasse et j'ai parlé lentement. Bien. Je signerai. Tyler est resté silencieux. Et ne m'appelle plus, ai-je dit fermement. Ne me parle pas comme si j'étais toujours celle qui s'occupe de ta maison. Toujours aucune réponse. J'ai raccroché, sans hésitation. Je me suis assise à la table, mes yeux enterrés sur les papiers de divorce. Puis, comme pour clore un chapitre qui avait pourri depuis longtemps, j'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom. Pas un seul tremblement dans ma main, pas une seule larme. Juste de la clarté après tant d'années obscurcies par des promesses creuses. Exactement une semaine après avoir soumis le divorce par l'intermédiaire de mon avocate, Tyler m'a envoyé un courriel vers 22 heures. L'objet contenait un seul mot, preuve. Je l'ai ouvert. Avant même de pouvoir lire la première ligne, une photo m'a sauté aux yeux, un certificat de mariage. Époux, Tyler Robert James. Épouse, Marissa Ellis Whitmore. Timbre rouge profond en bas, comté de Bernalillo, Nouveau-Mexique. Date d'enregistrement, exactement un jour après que le tribunal ait finalisé notre divorce. Avant de pouvoir réagir, mon téléphone a sonné. Il a appelé juste après l'avoir envoyé. J'ai décroché. La voix de Tyler est venue, étrangement triomphante. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Je me suis remarié. La vie n'a jamais été aussi belle. Je n'ai pas parlé. J'ai juste écouté, et profondément à l'intérieur, quelque chose de silencieux a commencé à changer. Elle s'appelle Marissa, 36 ans, juste comme toi, mais elle est mature, douce, et... Il a fait une pause. Si belle, tu serais jalouse. Je suis restée silencieuse. Elle est la seule fille de la famille qui possède la chaîne immobilière Whitmore à Santa Fe. Ses parents nous ont construit une petite maison près des Southern Hills, et le travail. Sa famille m'a aidé à devenir vice-président exécutif de sa société. Alors c'est pour ça que tu avais besoin du divorce si vite, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Pas entièrement, a-t-il répondu. Je ne pouvais tout simplement pas continuer à vivre avec une femme qui faisait toujours passer le travail en premier et négligeait son rôle d'épouse. J'ai laissé échapper un léger rire. Et ta nouvelle femme? Elle ne travaille pas? Elle a choisi de s'occuper de la maison. Et nous attendons une petite fille, a dit Tyler avec suffisance. Elle est enceinte de 3 mois. Chaque phrase qu'il disait ressemblait à une lame émoussée coupant le dernier fil qui m'avait autrefois lié à ce mariage. Mais au lieu de douleur, tout ce que je ressentais était un calme creux. Marissa Whitmore. J'ai répété le nom après avoir raccroché. Ce n'était pas inconnu. J'ai ouvert Facebook et j'ai tapé son nom. Son profil est apparu presque instantanément. La photo de profil montrait une femme superbe avec de douces ondulations blondes, des yeux bleus perçants et un sourire qui pouvait faire sentir n'importe qui petit. J'ai fait défiler, et puis sur la 10e photo, j'ai figé. Marissa était la fille qui a été au lycée avec moi pendant 3 ans. À l'époque, son nom était Marissa Ellis, pas Whitmore. Elle était maigre, avait les yeux plissés, un nez plat et une peau tachetée à cause d'allergies au maquillage. Elle avait l'habitude de s'asseoir au fond, parlait à peine et se faisait souvent taquiner par ses camarades de classe. Pas possible. J'ai rouvert la photo de mariage que Tyler avait envoyée par courriel.
La mariée sur cette photo ressemblait à une personne entièrement différente. Aucune trace de l'ancienne Marissa Ellis ne subsistait. Mais je me souvenais de ses yeux, de cette dent légèrement tordue pour laquelle elle se faisait taquiner aux dents de lapin, la façon dont elle baissait toujours les yeux en marchant dans le couloir. Comment pouvais-je oublier? J'ai appelé Lana, ma meilleure amie du lycée. Tu te souviens de Marissa Ellis, ai-je demandé. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis Lana a ri. Non seulement je me souviens d'elle, mais j'ai toujours une photo d'elle de dernière année. Pourquoi tu la mentionnes soudainement? Je lui ai tout raconté, à propos de Tyler, du nouveau mariage, de la maison offerte, du titre exécutif magiquement acquis. Lana n'a pas été surprise. Elle a complètement changé après avoir déménagé à New York pour étudier l'art. Elle a subi plusieurs chirurgies plastiques, menton, nez, yeux, mâchoire. Les gens l'appelaient Marissa 2.0. Mais sa personnalité? Toujours la même, tranquille, calculatrice et très stratégique quant à qui elle s'accroche. Je n'ai rien dit. Il y avait une rumeur selon laquelle elle s'était impliquée avec un architecte beaucoup plus âgé et marié à Brooklyn, a ajouté Lana. Puis elle est retournée au Nouveau-Mexique et a ouvert une galerie d'art. J'imagine qu'elle est passée au niveau supérieur maintenant. Je n'avais plus de questions. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon salon à regarder la photo de mariage de Tyler et Marissa. Tout dans le cadre scintillait, fleurs, robe blanche, dents parfaitement alignées dans son sourire éclatant. Mais je savais que derrière tout cela se trouvaient des couches de maquillage, une image soigneusement élaborée et un motif bien dissimulé. Et il a choisi ça. Une semaine après l'appel vantard de Tyler, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Il était court, Isabella, es-tu libre? J'ai besoin de parler. C'est sérieux. Je savais exactement de qui il s'agissait. Je n'ai pas répondu. 15 minutes plus tard, il a appelé. J'ai décroché, pas parce que je m'en souciais, mais parce que quelque chose me disait que ça valait la peine d'écouter. Marissa a accouché, a dit Tyler immédiatement. Une petite fille. Je l'ai entendu déglutir difficilement, puis silence. J'ai attendu. Elle ne me ressemble pas ni à Marissa, en fait. Elle ne ressemble à aucun de nous. J'ai resserré ma prise sur le téléphone, les lèvres serrées pour m'empêcher de rire. Peut-être qu'elle tient de quelqu'un de ta famille, ai-je offert, légère comme l'air. Non, j'y ai pensé aussi, mais... Isabella, tu te souviens quand tu as ri hystériquement après que je t'ai parlé de Marissa? Tu savais quelque chose, n'est-ce pas? La voix de Tyler est soudainement montée, nerveuse et paniquée. Je me suis adossé à ma chaise, un léger sourire narquois sur les lèvres. J'ai juste trouvé ça intéressant, ai-je répondu, retenant l'acuité de mon ton. Arrête de plaisanter. J'ai fait un test ADN. Le bébé est le mien, mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi ne ressemble-t-elle à aucun de nous? Je n'en ai parlé à personne d'autre que toi. Tu as ri comme si tu savais quelque chose. S'il te plaît, dis-le-moi. J'ai laissé échapper un léger rire. Ma voix était calme. Tu te souviens de ton album de fin d'études secondaires? Silence. J'ai continué, je l'ai trouvé en faisant les cartons de l'ancien appartement. Il était enterré au fond du tiroir de ton bureau, couvert de poussière. Tu fouillais dans mes affaires? Tyler semblait légèrement irrité. Non, je nettoyais, comme tu l'as demandé, ai-je souligné. Et quand j'ai ouvert cet album, j'ai été stupéfaite. Un garçon aux cheveux bouclés avec des yeux plissés, des dents tordues et une peau couverte d'acné. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser que c'était toi. Tyler a expiré lentement. Je me suis toujours demandé pourquoi, en 8 ans, tu ne m'as jamais présenté à tes amis de l'université. Pourquoi tu as insisté sur un petit mariage sans amis? Pourquoi il n'y avait pas une seule photo d'adolescence dans notre maison? Maintenant je comprends. J'ai changé par insécurité, a-t-il dit doucement. Non, ai-je répondu. Tu as changé parce que tu voulais vivre une nouvelle vie. Mais tu as oublié une simple vérité, la génétique ne peut pas être altérée. Le silence s'est installé entre nous. Tu penses que j'ai honte de qui j'étais? Non, ai-je dit. Je suis désolé pour un enfant innocent qui va grandir avec 2 parents qui n'ont pas pu être honnêtes. Tu as caché ton passé, Marissa aussi, et maintenant tu es surpris que ta fille ne ressemble pas aux versions éditées que vous avez tous les deux construites? Tu penses qu'elle va ressembler à cette vieille version de moi? La voix de Tyler a tremblé. Personne ne le sait,
mais elle portera ce qui est réel en toi, ton sang, ton ADN, tout ce que tu as essayé d'effacer. Je l'ai entendu inspirer profondément. Et Marissa, ai-je demandé, intervenant une dernière fois. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle était épuisée par l'accouchement, mais... Tu sais ce qui est pire? Elle ne veut pas prendre le bébé dans ses bras. Chaque fois qu'elle regarde le visage de l'enfant, elle se détourne. Hier, sa mère a dû intervenir et prendre le bébé parce qu'elle refusait. Je ne sais pas quoi faire. Je suis restée silencieuse. Une lourdeur amère a monté dans ma poitrine, non pas pour Tyler, mais pour un enfant déjà rejeté par les personnes mêmes qui l'ont mis au monde. J'ai baissé la voix. Tu as dit une fois que j'avais échoué en tant qu'épouse parce que je n'étais pas prête à sacrifier. Mais celui qui rejette son rôle de père, c'est toi. Tyler a soupiré, peut-être sur le point de parler à nouveau, mais je l'ai arrêté. Tu n'as pas besoin de mes conseils. J'espère juste que tu ne projettes pas ta honte sur ce bébé. Elle n'a rien fait de mal. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, puis j'ai bloqué son numéro. Il n'y avait plus rien que j'ai besoin d'entendre. Près d'un an après ma dernière conversation avec Tyler, je me souvenais à peine de sa présence dans ma vie. Non pas parce que j'essayais d'oublier, mais parce que la vie que j'ai construite après lui a rempli chaque espace vide qu'il avait laissé derrière lui. J'ai déménagé dans un petit appartement à Boulder, à seulement 10 minutes à pied du bureau. Le balcon donnait sur des collines verdoyantes, avec juste assez de soleil pour cultiver quelques pots d'herbe. Les matins ne semblaient plus être quelque chose à redouter. Je me levais tôt, me faisais un café et respirais. J'ai gardé mon emploi actuel mais j'ai réduit mes heures. J'ai choisi une vie d'équilibre au lieu de l'épuisement professionnel, poursuivant des choses qui n'étaient jamais censées être pour moi. Je me suis inscrite à un cours d'art le week-end et j'ai renoué avec de vieux amis, dont Nathan, le gars que j'avais rencontré à La Réunion. Nous ne nous sommes pas liés par des promesses ou des attentes, juste des après-midi tranquilles et une simple compagnie entre deux personnes qui appréciaient la paix. Je ne prenais plus de nouvelles de Tyler, mais la vie a une étrange façon de vous mettre au courant des gens qui en sont sortis. Un après-midi de début d'automne, j'ai croisé Lana dans une librairie d'occasion. Après quelques salutations décontractées, elle s'est penchée et a murmuré « Tu n'as rien entendu à propos de Tyler, n'est-ce pas ?» J'ai secoué légèrement la tête. Marissa cherche un avocat pour le divorce. J'ai haussé un sourcil, pas surprise. Il paraît que Tyler a encore trompé, a continué Lana, avec une nouvelle recrue dans l'entreprise de sa femme. Marissa l'a découvert il y a 3 mois mais a gardé le silence pour le bien de l'enfant. L'enfant, ai-je demandé. Leur fille. Elle a presque 3 ans maintenant, mais ça s'aggrave. Lana m'a montré une capture d'écran d'une amie d'un groupe de parents de maternelle. Il y a une nouvelle fille dans la classe. Sa mère a subi une chirurgie plastique complète. D'une manière ou d'une autre, les enfants l'ont découvert et ont commencé à la taquiner en disant « Ta mère était moche ». La pauvre petite a pleuré toute la semaine. J'ai regardé fixement le message, le cœur serré. Même si je ne me souciais plus de Tyler ou de Marissa, penser à un enfant harcelé pour des choix qui n'étaient pas les siens a brisé quelque chose en moi. Tristesse, colère, les deux. Marissa regrette d'avoir eu le bébé, a ajouté Lana. Elle pensait que l'enfant hériterait de sa beauté post-chirurgie, mais maintenant il est évident que la fille porte les gènes d'origine. Je n'ai rien dit, car honnêtement, il n'y avait plus rien à dire. Tyler et Marissa ont autrefois choisi une version de la vie enveloppée de paillettes, construite sur des illusions de beauté, de statut et de contrôle. Mais à la fin, ce qui ne pouvait être caché est le passé, la vérité et la façon dont ils traitaient les autres est ce qui est apparu le plus clairement quand ils ont eu un enfant. Je suis retourné à mon après-midi, j'ai pris un petit croissant à la boulangerie et je suis rentré tranquillement à travers le parc où la lumière dorée filtrait à travers les touffes d'herbe. Ma vie n'a plus de drame, pas de retournement majeur, mais elle a du rythme, de l'autonomie et une plénitude que je pensais autrefois ne jamais atteindre. Parfois, je réfléchis encore à ce que j'ai vécu, 8 ans de mariage, un divorce soudain, une trahison éhontée, et le démasquage derrière tout ce maquillage impeccable. Mais je ne ressens plus d'amertume. Je ressens de la gratitude, car cet effondrement m'a donné la chance de renaître, non pas en quelqu'un de nouveau, mais en moi-même. Pas de compromis, pas d'évitement, pas de prétendre aller bien. Si quelqu'un me demandait un jour si j'ai pardonné à Tyler, je sourirais probablement et dirais, je n'ai besoin de pardonner à personne. J'ai juste besoin de vivre fidèlement à moi-même. Et pour la première fois depuis des années, je peux dire cela sans hésitation.
L'histoire d'Isabella nous rappelle que les apparences peuvent tromper le monde, mais le temps révèle toujours la vérité. Lorsqu'elle a été trahie et rejetée pour ne pas être parfaite, elle n'a pas cherché vengeance ni supplié de clore le chapitre. Elle est partie tranquillement et a reconstruit sa vie de l'intérieur. En fin de compte, ceux qui ont vécu dans le mensonge ont dû faire face aux conséquences qu'ils ont créées, tandis qu'Isabella a trouvé la liberté, la paix et sa vraie personnalité, quelque chose qu'aucune chirurgie esthétique ne pourrait jamais acheter. Que pensez-vous des choix d'Isabella et de la chute de ceux qui ont vécu dans le mensonge? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes et surprenantes sur la famille et les relations.